Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième conférence autour du matériau bois. On a décidé pour cette deuxième de vous parler de la neutralité carbone, enjeu éminemment important pour les collectivités, les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, avec, comme vous le savez, deux objectifs qui nous sont fixés par les accords de Paris pour le climat. À l'horizon 2030 et 2050, avec un premier cap pour réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre et une totalité carbone du coup en 2050. Donc pour illustrer cette thématique, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois intervenants. Donc tout d'abord, Madame Marie Schweitzer, architecte charpentière, qui interviendra sur la réhabilitation d'une opération dans Paris, dans le 13e arrondissement. Nous avons également avec nous Monsieur Jean-Michel Martin. Donc, Monsieur Martin, vous êtes président des métiers du bois au sein de la CAPEB. Voilà, donc vous interviendrez également pour nous présenter un petit peu aujourd'hui le rôle indispensable des petites et moyennes entreprises dans les territoires. Et puis enfin, Madame Valérie Moret-Richaud, Patricia Moret-Richaud, donc vice-présidente de la Fédération nationale des communes forestières. Donc merci de votre présence. Et vous nous expliquerez un peu l'engagement fort aujourd'hui des communes forestières sur le terrain pour accompagner toutes ces communes qui œuvrent au quotidien pour décarboner dans leur territoire à travers des projets de réalisation et de construction bois. Donc je vais laisser sans plus attendre la parole à Marie Schweitzer et je te laisse bien placer ton micro. Voilà, c'est le petit bouton vert. Ça, c'est... Bonjour, donc je suis architecte et j'ai en plus mon CAP de charpente. Voilà pourquoi je construis en bois, mais en bois traditionnel selon les sociétés de tradition et leur savoir-faire. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui a été construit par mon père, Roland Schweitzer, en 79. Alors, 79, Michel Dornano est ministre de l'équipement. À l'époque, l'architecture dépendait de l'équipement. 79, Dornano, qui parallèlement avait mis au point le programme nucléaire civil, mais qui est donc un écologiste convaincu, décide de lancer la construction bois en France. Et pour cela, il crée une commission composée de fonctionnaires et de 4 architectes précurseurs du bois de l'après-guerre, dont Roland Schweitzer. Et cette commission, sous la tutelle de la direction de la construction, se met à plancher comment promouvoir l'architecture bois en France. La première idée qui vient, c'est d'organiser une exposition Maison de bois au Centre Pompidou, qui fait appel à toutes les régions de France et toutes les traditions et toutes les maisons et projets bois. Et cette exposition contre toute attente, qui avait lieu dans la mezzanine au-dessus, quand on arrive dans le grand hall, la mezzanine du hall, fait 1,5 million de visiteurs. Incroyable. Donc Dornano, dans la foulée, se dit « c'est un succès fou, donc je passe aux projets expérimentaux bois ». Donc à l'époque, il charge le premier architecte chargé de construire ce bâtiment, rue Don-Rémy dans le 13e, c'est Roland Schweitzer. Et donc il le charge de construire des logements sociaux en bois. Alors nous sommes toujours en 79 parce qu'à l'époque c'était extrêmement rapide sous la tutelle de Dornano. Et voilà alors il y a peut-être un laser, non ? Oui, il y a un laser si tu appuies normalement. Peut-être ça, ouais. Voilà les CERFA du permis de construire. On est en 80, 79-80. Il y a 2 pages. Aujourd'hui, il faut 17 pages pour construire en bois. Et voilà le projet avec toute la façade en bardage bois qui se présente selon cette élévation avec l'origine. J'arrive pas à allumer le truc, mais c'est pas grave. Bref, on continue. Voilà, le projet se monte donc. Il y a dans le couronnement des maisons entièrement bois et dans la cour des maisons accolées qui sont en bois. Le corps central a des planchers béton, mais la façade est en bois. Ça, c'est le chantier d'origine.
On voit la structure bois, mais les normes n'étaient pas passées par là parce que les tasseaux que vous voyez qui tiennent toute la façade font 5 cm. Et la partie bleue que vous voyez sur le détail, c'est la façade d'origine en bois, la partie jaune étant la façade que je vais ajouter. Cependant, pendant le chantier, le permis était accordé, les frises de bardage bois rouge que le souhaitait mon père étaient accordées, étaient livrées, enfin je veux dire commandées, et un nouveau capitaine des pompiers arrive de la commission de sécurité et décide que le bardage bois, ça n'allait pas. Il fallait le remplacer par ce matériau à gauche. Je vous laisse observer sa beauté, qui s'appelle du glazal. Et le glazal, comme tout le monde le sait, c'est de l'amiante. Le projet, donc, jusqu'en 2018, qui était donc construit comme à gauche, en glazal, et l'ARIVP me missionne pour faire une rénovation thermique. Alors, la RIVP, Régie immobilière de la ville de Paris. Oui, voilà. Le premier bailleur social francilien, je crois. Absolument. Voilà, qui défend le bois et des opérations qualitatives, il faut le savoir. En fait, la façade de droite, donc c'est la façade terminée, qui restitue la volonté de l'auteur avec les frises rouges norvégiens, comme vous pouvez l'observer. Donc, la rénovation bois, c'est très simple. Les normes aujourd'hui nous obligent, pour rentrer dans les labels thermiques, à épaissir la façade. Donc, à gauche, vous aviez la façade d'origine avec donc les panneaux de glazal qui sont en amiante. Et à droite, les panneaux ajoutés sur la structure bois. Deuxième problème, les ingénieurs et le bureau de contrôle décrètent que ça ne tiendra pas avec des tasseaux de 5,5, la nouvelle façade. Moi, je suis charpentière, je sais que ça tient. Troisième problème, le bureau de contrôle dit que le bois est amianté parce que le glazal aurait transmis par ses fixations au bois de l'amiante. Je sais que c'est faux parce que le bois ne prend pas l'amiante. Donc, bagarre juridique, administrative, on y arrive et finalement, sur l'ancienne façade avec des petits tasseaux de 5,5, on arrive à faire une rénovation thermique avec le bon vouloir de l'opération, c'est-à-dire le constructeur Lifteam, Jean-Luc Sandoz, que tout le monde connaît et qui est aussi ingénieur bois. Alors, on va dire, la RIVP a des budgets, ce maître d'ouvrage, le bailleur social, a des budgets plus importants. Certes, le bois, ça coûte plus cher, tout le monde le sait, sauf que toutes les frises que vous voyez là sont faites sur mesure par des charpentiers ou des menuisiers. Ces frises, le temps d'un menuisier est 3 fois plus important que le temps d'un métallier ou d'un entrepreneur de grosses œuvres. Ce qui veut dire que le travail est plus long, mais que l'État récupère plus de charges sociales parce qu'il y a plus d'heures de travail. Donc le projet s'autofinance de cette façon-là. Donc le projet bois est intelligent pour ça, parce qu'il produit de l'autofinancement et des charges sociales. Voilà le projet finalisé. Donc les maisons qui sont tout bois, enfin il n'y a pas de toit, hein, c'est des maisons en bande, qui sont tout bois en plein Paris. Et le projet a donc retrouvé son aspect d'origine. Que s'est-il passé depuis 1979 ? Est-ce que les projets expérimentaux de Dornano ont vu le jour ? Eh bien non. Ce projet-là, à Paris, est resté quasiment le seul. Aujourd'hui, on voit émerger des projets, mais c'est les difficultés normatives qui nous empêchent de pouvoir construire réellement du tout bois. Aujourd'hui, on voit les wood-up, les tours, qui sont partiellement en bois, où il reste encore un peu les poteaux, la structure, mais c'est très difficile. Alors, ça dépend, pour mon analyse, de la volonté des maires, en fait. Parce que des projets tout bois peuvent émerger si le maire nous appuie. Je vais donner quelques exemples. Ce projet-là, rue Tolbiac, Jérôme Coumet, 2009, écrit au maître d'ouvrage. On va faire une surélévation de 3 niveaux en bois sur ce projet. De toute façon, on ne pouvait pas faire autrement parce qu'il est fondé sur les veines de carrière, comme il y en a beaucoup dans le 13e.
Donc Jérôme Coumet était à l'origine et ce projet est entièrement en bois, vêture, ossature, structure. Un plateau de 400 mètres carrés livré en une semaine. Donc on est vraiment dans le projet revendiqué par les écologistes. Gérard Dupaty, peu connu, maire d'Amilly dans le 45, dans le Loiret. Gérard Dupaty demande qu'une clinique soit faite en bois. 7 salles d'attente en bois avec la dalle de l'IFTIM, la dalle nommée opportune, brevetée, qui n'a pas une goutte de colle, qui est en lamellé cloué, qui est acoustique, coupe-feu 1h30 et qui a une portée de 18 mètres. Merci Gérard Dupaty. Philippe Goujon, maire de Paris dans le 15e, 2019, projet bois en plein cœur du 15e arrondissement. Tout bois, des lofts à l'accession à la propriété. Tout est en bois, même le mobilier. Michel Berthy, maire, 2015, projet HLM en bois pour Pax et Domaxis, Pax Progrès Palace, le maître d'ouvrage, Domaxis. Entièrement en bois, recouvert d'enduit, tout est en bois. Enfin, Édouard Philippe, qui a lancé à l'initiative du PUCA des immeubles de grande hauteur en bois. 14 niveaux en bois, c'est 2017. Donc la volonté politique peut permettre l'émergence de projets bois. Et enfin, 100 maires en 2019, à une initiative privée, un maître d'ouvrage chevronné, la congrégation des Sœurs de Sainte-Clotilde, qui commande un amphithéâtre de 250 places en bois, totalement numérisé. Enfin bon, on peut parler sans micro et les 250 personnes entendent très bien. Et c'est un amphithéâtre acoustique puisqu'on y fait de la musique. Donc en fait, tout ça pour dire que si le maire est mobilisé, ça permet, et convaincu, ça permet de faire émerger ces projets qui auraient dû voir le jour et qui, j'espère, vont voir le jour, voilà, plus tard. Et enfin, je termine. Donc, 79, rappelez-vous, je vous ai dit au début de la conférence, une grande exposition au Centre Georges Pompidou, Maison de Bois. Et bien là, en février prochain, 26, 27, 28, une grande exposition sur l'architecture bois organisée par le Forum Bois Construction, par Nicole Valquizer, que tout le monde connaît, et que je vous invite à aller visiter. Merci. Merci Marie. Un grand merci à toi et puis un rappel du rôle vraiment crucial et indispensable des élus. Donc nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets. On a vu dans les illustrations qui vous ont été présentées et les superbes projets de Marie, la surélévation qui est aujourd'hui un procédé qui est largement plébiscité par les collectivités pour venir sans s'étaler du coup sur les territoires, apporter des solutions en mètres carrés sur des bâtiments existants. Et c'est vrai que le bois a cette capacité, force d'être léger et de pouvoir venir du coup s'inscrire, s'apposer sur un bâtiment existant. Donc merci à toi. On va laisser désormais la parole à monsieur Jean-Michel Martin. Ah, alors on va... Hop. Ouais, pardon. Hop. C'est bon. Voilà. Oui, donc bonjour à tous. Donc Jean-Michel Martin, je suis le président de Métiers du Bois, mais avant tout, je suis d'abord un chef d'entreprise dans le sud Maine-et-Loire. Je suis co-gérant d'une entreprise, je dirais, artisanale, un petit peu plus grosse, puisqu'on est presque une quarantaine. Mais je suis surtout d'une entreprise familiale. Je représente, moi, la 6e génération. Et comme je suis là, c'est mon fils qui représente la 7e. Donc vous voyez, ça fait longtemps qu'on travaille le bois. Et donc ça m'a permis de venir aider, représenter la CAPEB au niveau national. Et je voulais vous dire surtout qu'au niveau de l'artisan, on voit ici les entreprises artisanales, c'est quand même 643 000 entreprises, 48% des moins de 10. Donc ça veut dire que vous avez chez vous, partout, et pour décarboner, c'est très important parce que moins vous ferez de trajets, plus vous décarbonerez ou moins vous carbonerez surtout. Donc c'est très important de savoir que vous avez un tissu d'artisans partout chez vous au niveau, dans toutes les communes, souvent qui font d'ailleurs, qui permettent la vie de la commune, souvent, qui participent surtout à la vie de la commune. Et puis vous les retrouvez donc
ça représente pour le bois 76 000 entreprises, de moins de 20 sur 94 000 salariés. Et aujourd'hui, on parle de massifier un peu les travaux du bois, puisque c'est la solution, enfin c'est une des solutions pour décarboner, puisque le bois stocke le carbone. Et ça, tout à l'heure, je pense que je ne sais plus votre prénom, mais enfin vous pourrez en parler. Et justement, donc c'est pour ça qu'on a un besoin de pouvoir massifier, de pouvoir utiliser beaucoup plus de bois dans toutes les communes, dans tous les projets. Et puis là, le fait d'être nombreux, on prend chacun une personne de plus ou deux personnes de plus, ça nous permet tout de suite de faire de la massification, de pouvoir répondre, et surtout partout, sur tout le territoire. C'est ça qui est important, c'est que on est sur tout l'ensemble du territoire et qu'on répond tout de suite au territoire. En plus de tout ça, on a toute une partie formation, c'est toujours avant, on a toute la partie formation où on est quand même formateur, on forme 87 000 entreprises, et vous voyez, on a 56% sur les entreprises de moins de 10, plus 14% jusqu'à 20. Donc c'est énorme, on est énormément en formation des futurs chefs d'entreprise, des futurs salariés, puisqu'on forme tous ces apprentis. Du CAP jusqu'au BTS ou à la licence, voire à l'ingénieur. Ça passe dans nos entreprises, donc on peut les former. Et là, c'est quand même l'avenir aussi de nos métiers et du savoir-faire qu'on a besoin de transmettre, quoi. Et ça, c'est sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire, quand on est à côté de chez vous, l'apprenti fait 3 km pour venir, c'est beaucoup plus simple que quand il est obligé de faire 50 km. Parce que là, il y a beaucoup plus de contraintes et souvent, il a 15-16 ans quand il débute et ça fait loin par rapport aux parents. Donc, tout ça, il faut en tenir compte, quoi. Donc, vous avez tout intérêt à toujours faire vivre ces petites entreprises qui sont autour de chez vous. Comme je redisais tout à l'heure pour la décarbonation, en effet, la décarbonation, plus on va travailler proche, moins on carbonera parce qu'on aura beaucoup moins de trajets à faire entre l'atelier et le chantier. Si on doit aller un peu plus loin, on peut se permettre de faire de la préfabrication. Et là, il y a certaines entreprises qui le font et qui préfabriquent, comme la mienne par exemple. Moi, je suis capable de faire tout, mais le fait de préfabriquer, ça nous permet des fois de travailler dans de meilleures conditions, mais ce n'est pas la seule solution pour décarboner. Ça, il faut le savoir. C'est pas que celle-ci. Plus on est proche du chantier, on va directement, on fait sur place. En plus, quand on préfabrique, automatiquement, on utilise un petit peu plus de matière. Puisqu'à un moment, il faut faire des raccords de panneaux. Et raccords de panneaux, il faut doubler un montant, par exemple, tout bêtement. C'est des choses tout bêtes, mais souvent, on nous disait l'inverse. Et non, c'est pas le cas. On peut toujours optimiser sur la matière, même si on fait sur le chantier directement. On a des logiciels, on est équipé de plus en plus maintenant avec du numérique. Mais ça n'empêche que les deux solutions décarboneront suivant l'endroit où on est. Et puis, il y avait autre chose que je pensais tout à l'heure, j'ai oublié. Et donc oui, pour pouvoir massifier ou prendre des chantiers un peu plus grands, quand on est des petites entreprises, des fois on va se dire ouais, ce chantier est trop gros. Eh bien, il suffit de se regrouper. Et ça, faut penser. Nous, au niveau de la CAPEB, on a créé le GME 3 clics qu'on appelle. Donc là, on a créé un outil qui permet de faire du groupement momentané d'entreprise. Alors il était plus fait pour faire la rénovation énergétique, mais il est adaptable pour les chantiers publics. Et il a l'avantage, c'est que vous pouvez réunir 2-3 entreprises de côté de chez vous et de pouvoir faire un chantier qui était plus gros qu'autrement, les petites entreprises n'auraient pas pu le faire toutes seules. Donc n'hésitez pas à en parler et à faire savoir que ça existe autour de chez vous, puisque c'est ouvert à toutes les entreprises, même si ça a été créé par la CAPEB, c'est ouvert à toutes les entreprises. Et puis ça va vous permettre de pouvoir faire travailler vos petites entreprises autour de chez vous. Et dans quelques temps, on aura une exigence au niveau de la notice environnementale que vous serez obligé de mettre dans les appels d'offres publics. Donc là, nous, ça fait déjà des années qu'on travaille sur les RSE et on est en train de travailler pour que cette notice puisse être faite facilement par l'entreprise pour pouvoir la mettre aussi dans le chantier public. Parce que ça fait partie de nos gènes de travailler localement, d'utiliser du bois, tout ce qui est bois, c'est quand même des choses qu'on utilise très couramment. Moi, je fais que ça. Et j'utilise du bois français. Et bon, ça va peut-être faire passer tout à l'heure la parole. Mais moi, ça fait plus de 20 ans que j'utilise essentiellement de bois français pour fabriquer mes maisons. C'est du Douglas, pour ne pas le cacher, en grande partie. Et à ce niveau-là, on a tout intérêt à utiliser le circuit court.
quand on le peut, puisque à une condition bien sûr que le bois qui est dans le coin puisse servir à l'emploi qu'on a pour faire cet ouvrage. Parce qu'on ne va pas mettre un bois qui 3 ans après sera détérioré, c'est pas la peine, quoi. Donc il faut mettre le bon bois au bon endroit, comme l'on dit. Merci beaucoup Jean-Michel, merci infiniment. Donc on retient les messages clés, donc en effet le maillage aujourd'hui territorial fort des petites et moyennes entreprises du bois qui sont présentes dans un rayon très proche. Il ne faut pas oublier que le bâtiment est responsable quand même d'un bon tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc choisir déjà la ressource, et on a avec nous les communes forestières représentées par la vice-présidente de la Fédération nationale des communes forestières qui va intervenir dans quelques minutes. Au stand D02 qu'on trouvera tout à l'heure également. Donc c'est important, la ressource à disposition que la forêt nous offre, que le territoire nous offre, et puis faire appel au savoir-faire également disponible au sein des petites et moyennes entreprises. L'adaptabilité aussi, il n'y a pas de solution je dirais générale pour tous, il y a des solutions en fonction de situations et de données spécifiques, quoi. Tout à fait, c'est voilà. bien ça. C'est bien résumé. Merci Jean-Michel. Patricia, merci de votre présence aujourd'hui. Je sais pas, je peux... Voilà, oui, je vous laisse. parfait. Oui, très très bien. Alors, construire en bois et en bois français, oui, les maires sont très sensibles à cela. Et aussi construire en bois local, construire avec les bois des territoires issus des forêts qui sont gérées durablement sur nos territoires. C'est c'est une des missions des communes forestières, effectivement, informer les maires, les former à cela. Et on a ici un très très bel exemple de projet dans la vallée, au cœur de la vallée de Serre-Chevalier. Alors Serre-Chevalier, c'est dans les Hautes-Alpes, au nord des Hautes-Alpes. Sur la commune de La Salle-des-Alpes, c'est la maison de santé du Pontillas, donc à La Salle-des-Alpes. Un très beau projet réalisé par Émeric Salle, maire de la commune, et son conseil municipal. Au-delà de ce très très beau bel exemple qui accueille désormais plusieurs professionnels de santé sur la vallée, c'est une très belle réalisation qui est très sobre. Si vous voyez sur les photos, qui comporte donc du bois, une ossature bois. Enfin, pratiquement tout est construit en bois avec un soubassement bien sûr en béton. Ce format épouse bien la forme des montagnes chez nous, sur notre territoire. Donc il y a 63 mètres cubes de bois, essentiellement du mélèze, qui ont été intégrés dans ce bâtiment. Et avec c'est l'architecte Yacht Architecte, enfin, c'est un de vos collègues, donc sur Briançon, Claire Valette, qui a travaillé sur ce projet en répondant bien donc à la volonté des élus, à la volonté du territoire, donc répondre à la transition énergétique, à la transition écologique bien sûr, mais cette volonté d'utiliser la ressource locale et faire travailler au mieux, au plus près, donc les entreprises sur le territoire du massif alpin français. Pourquoi construire en bois local, en bois français? Eh bien, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est utiliser les bois, la ressource locale, faire travailler les entreprises locales, première transformation, mais aussi deuxième transformation. En ce qui concerne la volonté de la certification bois des Alpes, eh bien, le bois est issu de ce territoire, des forêts. Les entreprises sont certifiées bois des Alpes depuis la première transformation, deuxième transformation également. Donc c'est une garantie de ressources locales, puisque le bois est tracé depuis le chantier, depuis la forêt jusqu'au chantier.
Voilà, donc il y a une volonté aussi de la part de l'État, de la préfecture des Hautes-Alpes, mais aussi des préfectures sur nos territoires alpins, de valoriser et de soutenir les élus qui s'engagent dans ces démarches, dans cette démarche de construction. Le soutien et l'accompagnement, il se fait par le biais de la dotation d'équipement des territoires ruraux, donc c'est une dotation d'État qui peut être bonifiée si les bâtiments sont construits en bois des Alpes chez nous. Donc il y a d'autres territoires qui comportent donc ces marques de certification, bois des territoires du Massif central, bois des Pyrénées, Lignum Corsica en Corse. Et lorsque l'on ne peut pas construire avec les bois du territoire, ce qui importe aux élus, c'est d'utiliser du bois français. Donc effectivement, il y a le label Bois de France qui valorise les bois français. Voilà, c'est une très belle valorisation, un très beau projet. Et il y a de très nombreux élus qui s'engagent dans ces projets pour justement favoriser, valoriser l'économie locale, parce qu'il y a de nombreuses retombées donc, sur l'économie locale. Un grand merci Patricia. Je le rappelle, un tiers de notre territoire est composé de forêts. Donc nous avons aujourd'hui une ressource abondante et disponible, gérée durablement, codifiée par le code forestier également. Donc n'hésitez vraiment pas à vous renseigner sur la ressource disponible et les nombreux ouvrages aujourd'hui qui sont imaginables en bois français. On vous propose de continuer les échanges sur le stand de la Fédération nationale des communes forestières D02 et on vous remercie infiniment pour votre présence. À bientôt, merci.